allant chercher également des labels et des accréditations internationales reconnues. Et ce que j'aime beaucoup chez vous, Laurent, c'est qu'évidemment, quand vous avez quelque chose à dire, vous le dites. Vous ne vous êtes pas fait que des amis, mais ceux qui sont restés, ce sont des vrais amis, en tout cas. C'est vrai. Béatrice Cayade, vous êtes directrice générale de Campus France. Alors, vous avez là aussi un grand parcours, un regard sur l'international qui nous intéresse. Vous étiez, je reprends mes notes, à la présidence française de l'Union européenne de septembre 2007 à mars 2009, et vous avez occupé divers postes en cabinet ministériel avec Jacques Lang, Claude Allègre, puis récemment à Matignon avec Monsieur Hérault pendant 2 années. Alors aujourd'hui, vous avez la lourde tâche et la mission d'assurer le rayonnement de l'enseignement supérieur Made in France partout dans le monde, au Pakistan ou en Inde, si je crois ce qu'a dit Pierre, dans tous ces pays où nous avons besoin de rayonner, mais j'imagine que c'est bien plus que ces pays-là, et vous nous le direz. Jean-Michel Viola, vous nous accueillez, alors je précise que c'est Monsieur Viola qui nous accueille ce soir au dîner de gala, donc il m'a dit que ce sera... On l'a déjà dit, d'accord. Mais vous avez dévoilé, on s'est croisé hier, que ce sera dans un superbe décor, donc on verra. Et votre parcours à vous est assez intéressant parce que quand on parle international, et on en parlera beaucoup, et quand on parle de nouveaux regards sur l'enseignement supérieur, votre parcours est intéressant. Vous étiez au Canada, vous avez enseigné pendant longtemps, et après vous êtes parti, vous m'avez dit, en Europe de l'Est, enfin, on ne parle plus d'Europe de l'Est, en Hongrie, dans l'université de M. Soros, là aussi à la Business School. Donc vous avez aussi un regard un peu disruptif quand il s'agit d'enseignement. Et ici, à l'ESRN, qu'on connaît bien, l'international est au cœur des problématiques. Donc vous l'avez compris, l'enseignement supérieur dans 10 ans, eh bien, il est fortement connoté international, mais pas que, puisque nous en parlerons avec les personnalités qui sont là. Et je ne vais pas tarder, puisque nous avons d'ores et déjà pris du retard. Et Béatrice Cayade, on va commencer par vous, parce que je crois qu'il y a des chiffres édifiants qui font le pendant, je crois, avec ce qu'a dit M. Tapie, sur la place de la France dans le monde. Et au travers de tout cela, quel sera l'enseignement supérieur français dans 10 ans? Merci beaucoup. Bonjour. Alors d'abord, merci à la présidente, Madame Vac, et à la CGE de nous convier. Merci également à toutes les écoles qui, je pense, sont membres de Campus France. Je crois que ce que je vais dire avec des chiffres, mais en gros, c'est qu'il y a un marché énorme, il y a des classes moyennes qui augmentent, il y a un marché de l'enseignement supérieur et il y a des étudiants en mobilité qui vont de plus en plus aller en mobilité. La part de la France recule, mais heureusement qu'il y a les grandes écoles. Alors je vais un peu dire ça. Et après, quelles sont les pistes de réflexion pour avoir plus d'étudiants dans vos écoles? Alors, je voulais assez rapidement, pour vous redonner quelques chiffres, dire aujourd'hui, donc il y a 4,6 millions d'étudiants en mobilité dans le monde, et c'est en gros un doublement tous les 12 ans. C'est-à-dire qu'il y avait 2 millions en 2002, et on suppose qu'il y en aura 9 millions en 2025. Toutes les zones sont en augmentation d'effectifs mobiles, donc avec l'Asie, plus 30%. L'Asie, évidemment, c'est l'Inde et la Chine. Le Moyen-Orient qui croît énormément, donc sur 2010-2015, plus 70%. Et jusqu'à présent, c'est assez intéressant, l'Afrique et le Maghreb a une hausse plutôt limitée. Mais évidemment, c'est en train de changer. Alors, les pays majeurs qui envoient des étudiants, la Chine, avec l'évolution 2010-2015, la Chine avec plus 40%, simplement, on va voir que nous, en Chine, on stagne. L'Inde, évidemment, l'Allemagne qui envoie ses étudiants, la Corée du Sud qui envoie également ses étudiants à l'étranger, mais une forte baisse. L'Arabie saoudite qui finance la mobilité sortante donc, de ses étudiants avec des bourses, et ils attirent également beaucoup d'étudiants, on en parlera plus tard. La France qui est arrivée aujourd'hui avec 80 000 étudiants en mobilité sortante, beaucoup grâce aux grandes écoles, on en parlera plus tard. Et le Nigeria avec plus 60%. Donc un marché en croissance, mais des évolutions différentes selon les zones. Alors, les facteurs qui impactent la mobilité, la démographie, mais ça, on en a parlé. Je voulais juste insister sur l'Afrique, comme l'a dit Pierre Tapie. Il y a évidemment le Nigeria, mais il y a aussi la RDC. Dans les 10 prochaines années, plus 6,6 millions de jeunes entre 18 et 30 ans. L'Éthiopie, comme il l'a dit, et également le Niger. Alors, est-ce qu'on a envie d'aller dans ces pays? C'est une question. Mais en tous les cas, des étudiants potentiels très importants.
Alors l'Europe, comme il l'a également dit, en baisse forte. L'Asie-Océanie, pour moi, est en baisse, moins 41 millions dans les 10 premières années, avec une baisse de la Chine, du Vietnam, du Japon et de la Corée. Le seul pays en hausse en Asie, enfin forte hausse, l'Inde et évidemment les pays qu'il a cités, Philippines, etc. Moyen-Orient et Amérique latine et centrale, plutôt stable. Alors après, il y a le lien avec le développement de l'enseignement supérieur. Donc, on suppose qu'il y aura plus 45% d'étudiants en 10 ans. Donc, il y a eu, donc on est passé de 155 millions en 2007, donc d'étudiants, à 225 millions d'étudiants dans le monde, 2017. Également le lien entre la mobilité et niveau de richesse des pays. Et on s'aperçoit, ce qui est assez intéressant, que ce sont les pays à revenus intermédiaires et les pays à faible revenu qui ont la plus forte croissance d'étudiants mobiles. Alors, il y a évidemment les classes moyennes de plusieurs pays, l'Inde, la Chine, le Nigeria, le Brésil, l'Argentine, qui envoient de plus en plus leurs enfants à l'étranger. Et un fait notoire également, c'est l'impact des langues. Donc, on s'aperçoit que les étudiants anglophones vont à les trois quarts des étudiants anglophones vont étudier dans un pays anglophone, et seule la moitié des étudiants des pays francophones vont étudier dans un pays francophone. Donc en fait, on attire moins les francophones que les anglophones n'attirent les anglophones. Alors, les nouveaux acteurs, ça je crois que c'est important. Quels sont les nouveaux concurrents en fait, que la France rencontre? Alors, on n'y pense pas forcément, mais la Russie qui a devancé l'Allemagne, mais la Russie qui a une stratégie géopolitique importante, politique d'influence très importante, qui a multiplié ses bourses, qui fait de la promotion, etc., mais qui se concentre quand même plutôt sur les anciens pays du bloc soviétique. La Chine, alors vous avez tous entendu parler de la Chine avec des investissements massifs, des milliards, One Belt, One Road, une influence monstrueuse. Donc on mêle l'économique, le soft power, etc. Donc tout le monde le sait, mais c'est quand même un investissement massif. D'après la Chine, donc la Chine accueillerait aujourd'hui 440 000 étudiants étrangers, ce qui la placerait au 7e rang des pays d'accueil. Il faut voir qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas un seul étudiant et c'était le premier pays d'export de ces étudiants. Aujourd'hui, ce serait déjà le 5e, 7e pays d'accueil. Donc Chine, très présente en Asie et en Afrique. Ensuite, les pays, entre guillemets, musulmans. Donc, pays qui donnent énormément de bourses d'études islamiques, comme ça, je crois que c'est clair. Arabie Saoudite, qui en 5 ans a pratiquement multiplié par 3 le nombre d'étudiants qu'elle attire. Turquie, idem, nombre de bourses illimitées, c'est-à-dire qu'en 2015, 30 000 bourses, 2016, 60 000 bourses, 2017, 90 000 bourses. Donc, un budget illimité pour attirer des étudiants. Je passe sur les Émirats arabes unis qui, comme vous le savez, ont une forte politique d'attractivité, et la Malaisie qui est le hub musulman pour étudiants musulmans en Asie. Donc ces pays, évidemment, ont une politique assez claire et ils recrutent en Afrique, donc important à noter évidemment pour la France où c'est notre zone traditionnellement d'influence. À noter également, je pense que c'est important, les Pays-Bas, puisque en fait, les Pays-Bas ont multiplié par 3 le nombre d'étudiants étrangers qu'ils attirent d'une façon très simple, c'est-à-dire qu'ils ont, de 2009 à 2013, ils ont obligé tout leur cursus à être en anglais directement. Et donc, dans le même temps, ils ont multiplié par 3 le nombre d'étudiants qu'ils attirent. Donc, juste en forçant à avoir un enseignement en anglais, 100% en anglais pour leurs étudiants, qu'ils soient Pays-Bas, enfin des Pays-Bas ou étrangers. Et l'Ukraine, pays auquel on ne pense pas toujours, donc l'Ukraine de plus en plus présent, mais surtout en Asie centrale. Alors la place de la France dans tout ça, on continue à attirer des étudiants étrangers, toujours de plus en plus. Aujourd'hui, 324 000 étudiants en 2016. Mais le problème de la France, c'est qu'elle progresse 2 fois moins vite que le reste du monde. Donc la mobilité mondiale de 2011 à 2015, c'était 23%. En France, c'est 11%. Donc, très mécaniquement, on perd des parts de marché. Alors, on perd des parts de marché et on recule, c'est-à-dire qu'on est passé de 3e à 4e pays d'accueil, donc derrière les USA, la Grande-Bretagne et l'Australie qui nous est passé devant, donc les anglo-saxons.
Et je voulais juste vous dire très très rapidement qui vient en France. Alors toujours Maroc premier, Chine deuxième, mais entre 2010 et 2015, moins 4% d'étudiants chinois en France. Donc finalement, on a quand même un problème sur la Chine. Bon, on n'a pas qu'un problème sur la Chine, on a beaucoup de problèmes. On a un problème au Sénégal, Sénégal moins 10% entre 2010 et 2015. Cameroun, moins 5%, Vietnam, moins 15%. Bref, même si on continue à attirer de plus en plus d'étudiants, les pays de tradition française reculent. Alors c'est quand même intéressant à voir. Tunisie, les gens vont de plus en plus en Allemagne ou en Roumanie. Vietnam, ils se tournent vers l'Australie et la Chine. Sénégal, ils se tournent vers les États-Unis, le Canada, le Maroc, Arabie Saoudite. Comme je l'ai dit, le nombre d'étudiants chinois baisse, donc c'est quand même assez grave. Là où on augmente, c'est en Amérique. On recule également dans ce qui est Erasmus. Donc, on est passé de la 2e à la 4e place, donc derrière l'Espagne, mais également l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Donc, on est 4e. Même si on est passé premier pays d'envoi des étudiants Erasmus en Europe. Je voulais faire un petit focus sur le recul sur le continent africain, puisque la France recule de 11% en 5 ans sur l'Afrique subsaharienne, qui devrait être, comme on le sait, c'est le continent où il va y avoir la plus haute hausse des effectifs des 18-30 ans, 61 millions dans les 10 prochaines années, avec notamment le Nigeria, le Cameroun, le Ghana et la RDC qui augmentent, comme on l'a dit. Je voulais faire un petit focus sur le Cameroun, puisque le Cameroun, c'est quand même un pays où on est carrément passé derrière l'Allemagne et où on reçoit de moins en moins d'étudiants camerounais. Alors, les concurrents en Afrique subsaharienne, les États-Unis, le Ghana, mais qui attire surtout des gens du Nigeria, l'Arabie Saoudite, comme je l'ai dit, ça a multiplié par 7 en 5 ans, donc les étudiants subsahariens. La Chine, évidemment, ils ont aujourd'hui 62 000 étudiants d'Afrique subsaharienne, on en a 90 000, mais aussi Canada, Inde, Italie, etc. Et je ne parle pas de la politique offensive du Maroc. Alors, ce qui freine les étudiants africains, et il y a peut-être quelque chose à réfléchir avec vous, bon, bien sûr, les visas, mais ça, je crois que vous êtes au courant partout. Les formalités administratives en général en France, bon, qui ont tendance à s'améliorer, le coût de la vie et des études, mais également l'écart entre le niveau d'études de leur pays et celui de la France. Et je me demande si là, on n'a pas une réflexion à avoir sur les remises à niveau, ce qu'on pourrait appeler L0. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un marché. Je vais juste donner l'exemple du Sénégal. Sénégal, 15 000 personnes chaque année souhaitent et déposent leur candidature pour venir étudier en France. Seuls 3 000 partent. Est-ce que sur ces entre la différence entre les 15 000 et les 3 000, est-ce qu'on n'a pas des choses à faire au Sénégal, notamment remise à niveau, soit sur place, soit en France, parce qu'il y a quand même une bourgeoisie partout dans tous les pays d'Afrique. Comment on travaille avec cette moyenne bourgeoisie ou haute bourgeoisie pour les faire venir en France? On en parlera tout à l'heure. Alors, les grandes écoles, donc championnes de l'internationalisation. École de management et de commerce, alors ça varie selon les chiffres CGE ou chiffres du ministère de l'enseignement supérieur. Mais alors là, sur les chiffres du ministère de l'enseignement supérieur, les écoles de management et de commerce ont 27 000 à peu près étudiants étrangers, plus 27 000 étudiants étrangers, plus 46% en 5 ans, avec une nette accélération en 2016-2017, 24%, ce qui est énorme. Alors, je pense que c'est l'effet bachelor, c'est effectivement une demande dans le monde entier, c'est-à-dire que dans le monde entier, les bourgeoisies du monde entier veulent sécuriser le fait que leurs enfants partent dès que possible, et si possible même dès le secondaire, à l'étranger, pour être sûr d'être là et commencer les études supérieures dans le pays étranger. Donc, bachelor important. Les étudiants les plus nombreux étrangers dans les écoles de commerce, c'est d'abord la Chine, le Maroc, l'Inde. Et à noter qu'il y a les Canadiens et les Allemands, 10% des étudiants canadiens en France et 10% des Allemands choisissent les écoles de commerce et de management. En ce qui concerne les écoles d'ingénieurs, idem, donc 15 000 étudiants étrangers, plus 30% en 5 ans. Idem pour les formations d'ingénieurs en université qui ont augmenté de 55% en 5 ans. Et les étudiants les plus nombreux dans les écoles de commerce,
1 Maroc, 2 Chine, 3 Brésil, avec à noter Ingénieur, également les Camerounais, 10% des étudiants camerounais en France vont dans des écoles d'ingénieurs. Alors, en ce qui concerne les écoles de la CGE, elles sont encore plus ouvertes sur l'international, puisqu'elles ont 23% en moyenne d'étudiants étrangers et 28% dans les écoles de management. C'est pas mal tous ces chiffres. Je vais finir. Ok, vous avez raison. Alors, je suis le maître du temps. Vous avez raison. Vous avez raison. Je regarde votre... Non, vous avez raison. Alors, j'arrive tout de suite aux pistes de développement pour les grandes écoles. Je reste derrière vous quand même. Vous avez raison. Alors, je pense les internats. Moi, je pense qu'il y a un marché dans le monde entier sur l'internat. C'est pas le même métier que de faire de l'enseignement supérieur, mais c'est de faire de l'hôtellerie et du logement. Mais je pense que c'est un marché. C'est un marché. Plus les gens sont jeunes, et notamment plus on est au niveau bachelor, plus il y a un marché pour l'internat. Ensuite, donc les L0, enfin les remises à niveau, je pense qu'il faut en parler en France ou en Afrique. Un fait notable, c'est que la diminution des étudiants étrangers dans les grandes écoles, en fait, moins 5% cette année. L'attrait des formations bachelor, je pense qu'il y a un vivier dans les lycées français de l'AEFE, c'est ce que vous savez évidemment. Master, grâce au lobbying de la CGE, les masters peuvent bénéficier de l'APS, donc on peut rester 1 an de plus quand on a un master. Je voulais vous indiquer également qu'en doctorat, moins 18% de docteurs étrangers entre 2011 et 2016. Donc apparemment, il y a une difficulté, il n'y a pas de marché. Et les campus décentralisés, donc réflexion à avoir, notamment, le président de la République va en Afrique et il souhaiterait, je sais qu'ils vont annoncer des mesures peut-être pour comment faire pour avoir des campus décentralisés, notamment en Afrique. Donc on sait qu'il y en a au Maroc et en Île-Maurice, mais comment faire pour avoir soit des formations, soit des campus décentralisés. Recrutement en Afrique, aujourd'hui, il y a un salon au Ghana, il y en a bientôt au Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun. Les grandes écoles sont toutes présentes dans les salons Campus France. Classement des grandes écoles, les écoles de management sont hyper bien représentées, bravo. La marque, moi je pense que c'est très facile, enfin non. Je pense que les commus, c'était une catastrophe. Par contre, la marque des grandes écoles... La marque des grandes écoles... Je crois que Laurent dira un mot tout à l'heure sur les commus, hein, Laurent. D'accord. Et enfin, je voulais dire France Alumni. Donc, n'hésitez pas, le réseau France Alumni de Campus France, aujourd'hui, c'est 120 000 étudiants étrangers qui sont inscrits sur France Alumni. C'est gratuit, c'est animé pays par pays, par les ambassadeurs. Ce sont vos meilleurs ambassadeurs à vous, mais animés par les ambassadeurs donc, de France à l'étranger. N'hésitez pas, c'est complètement gratuit, c'est pas redondant. Je crois que les grandes écoles en matière d'alumni... Non, c'est pas fini, parce que moi j'ai une question pour vous. Donc, pour revenir à la question et reboucler avec notre thème, l'enseignement supérieur dans 10 ans, c'est évidemment remonter ce seuil de mobilité internationale qui est descendu à 11%, c'est ce que vous disiez, et évidemment repasser... 11% en moyenne, mais dans les grandes écoles, 23%, oui. Plus et voire plus. Alors, j'ai pas fait non plus sur la mobilité sortante, où là, pour le coup, les grandes écoles, c'est énorme, puisque vous êtes à peu près à 80% en moyenne, 100% dans certaines, que ce soit écoles de commerce ou d'ingénieurs. Donc, en mobilité sortante, je pense que les grandes écoles sont un modèle. En mobilité entrante également. Maintenant, c'est le modèle économique. Enfin, quel est le modèle économique et où aller? On ne peut pas ne pas se poser la question de ce qu'il faut faire en Afrique. Moi, il me semble qu'il y a un marché. Après, je n'ai pas de leçons à donner, mais je constate que c'est compliqué d'investir à l'étranger parce que soit les cadres économiques changent, soit il y a des crises économiques, soit il y a des guerres, soit il y a des cadres législatifs qui changent. Donc, c'est un peu compliqué. Je constate que les écoles en France qui ont disséminé, qui ont des campus un peu partout en France et qui attirent des étudiants étrangers, il me semble que finalement, au long terme, enfin ça c'est à vous de voir, hein, mais sachant qu'il y a une bourgeoisie et française qui ira de plus en plus dans des grandes écoles, vu, entre guillemets, désolé, l'état de l'université, je pense que, voilà, là, il y a un marché peut-être en France. Et je pense qu'il y a un marché de l'internat. Alors, je ne vous ai pas donné les chiffres, j'aimerais quand même vous le donner. Et ce sera le dernier chiffre. Hein, bon, parce que ce sera après, le dernier chiffre. Non, mais je crois que hein. je suis d'accord, désolée. Mais les internats, quand je vois ce que font les Suisses, ça m'énerve. Je ne vois pas pourquoi. Ils ont des montagnes, mais on a quand même plein de trucs. Donc, les chocolats aussi. Enfin, les Suisses, les Anglais, les Australiens, c'est des chiffres énormes. 44 000 personnes qui vont dans des internats dans le secondaire au Canada. 27 000 au Royaume-Uni,
Australie, 23 000, Suisse, 7 000. Donc pourquoi? Je ne sais pas. Voilà. Bah, évidemment, évidemment, tout ce qui a été dit sur les communes, dans vos tweets, vous signez Béatrice Caillat de Campus France pour ne pas que. Hein. Mais c'est pas faux qu'il y a encore des petits calages à faire. Alors pour rebondir, alors vous savez qu'en Afrique, vous avez parlé du modèle économique, on peut attirer évidemment, et dans un pays comme le Nigeria, vous l'avez signalé, qui est un pays merveilleux, mais compliqué. Bah oui, Compliqué tous ces quand pays on étant discute tellement avec des compliqués, personnes qui bah s'investissent là-bas, évidemment. Il faut ouais, pouvoir y c'est très aller compliqué. et en revenir, parfois sain et sauf. Laurent Batch, alors vous aussi, hein, sur l'international, vous avez un point de vue. Le SRI, dans 10 ans, c'était évidemment construire des champions mondiaux. Hein. Ça rejoint ce que vous disiez. Oui, merci. Bonjour à tous. De ce qui s'est dit jusqu'à maintenant, je retiens qu'on vit quand même plutôt dans un système en expansion, en croissance physique, numérique, en volume, et avec une demande également montante, même là où la démographie n'est pas galopante. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Et il y a de la place pour tout le monde, j'allais dire à la limite, même si on ne s'adapte pas. Oh, il y aura des dégâts à la marge, mais on peut parler de façon, j'allais dire, assez apaisée des évolutions. Personne n'est menacé de disparaître. Personne n'est menacé de perdre sa place. Et donc, si on doit ou si on a intérêt à travailler ensemble ou à faire évoluer le rôle des uns ou des autres, on peut y aller assez librement parce qu'au fond, on est porté par le système, on est porté par le mouvement. Et donc, je crois qu'il faut pouvoir en discuter très, très tranquillement. Moi, sur les 10 ans, je crois que... alors peut-être c'est le dauphinois là, qui s'exprime, hein, mais devant des dirigeants de grandes écoles, je crois que sur les 10 ans, les grandes écoles, elles vont être interpellées dans leurs relations, interpellées, voilà, encore une fois, hein, bon, elles le sont déjà d'ailleurs, mais je veux dire, continuer d'être interpellées dans leurs relations avec les universités au debout du système. Au bout que vient d'évoquer Gilbert Azoulay, c'est-à-dire celui de la constitution de champions internationaux, et puis au bout de l'entrée dans le système qui est celui du premier cycle. Alors je ne sais pas par quel bout on doit commencer. Bon, moi je veux bien commencer par celui qu'évoquait Gilbert, mais ce serait dommage de ne pas parler du premier cycle. Non, mais c'est un deuxième point sur. Juste pour quand on a préparé la. Je vais être obéissant. Feu sur la maniaco-fusionnite qui fait beaucoup de mal. Donc c'est pour rebondir. Il faut construire des champions mondiaux, mais il faut bien se mettre en ligne. Enfin, en tout cas, s'aligner pour le faire de manière efficace. Voilà. Donc je dirais rien sur les communes puisque ça a été dit. Les tweets fonctionnent. Bon, voilà. Non, on a passé un très mauvais été. Il faut quand même le dire parce que Saclay a explosé avant l'été, avec ce que j'ai appelé un mini-DEX quand même, réduit à la seule université et aux organismes de recherche, et ayant perdu des écoles qui avaient quand même fait la démonstration de leur motivation. Elles avaient déménagé, elles avaient fusionné, elles avaient participé au débat, et alors on s'était débrouillé quand même pour faire en sorte qu'elles ne se retrouvent pas dans le projet de regroupement. Et puis j'avais vu que le congrès de la CDFI avait émis aussi beaucoup d'inquiétudes. Puis après, ça a été Nantes, etc. Donc moi, j'avais titré une petite tribune sur le thème Université-école, le divorce pour toutes. Et au fond, je pense que le sujet de la constitution des champions internationaux, il peut se réduire aux seules universités, peut-être, dans un certain nombre de cas, qui ne sont pas des cas mineurs. Hein. Bon, Strasbourg, Bordeaux, Aix-Marseille... ont une solution qui était simple, puisqu'elle était applicable à des institutions semblables. Elles ont fusionné, elles ont fait des grands champions, les écoles seront associées, elles s'intégreront un jour. Je ne dis pas que c'est idéal, mais enfin, en gros, ça correspond sans doute à des configurations locales. Voilà. En Île-de-France en particulier, mais pas qu'en Île-de-France. Je pense à Lille, je pense à Nantes, je pense à d'autres capitales régionales. Ça ne marche pas. Et donc, le sujet des grands champions internationaux qu'évoque Gilbert, c'est le sujet de comment on arrive à faire travailler ensemble des écoles et des universités. Bon, il y a un certain nombre d'écoles qui tiennent un discours qu'on peut entendre et qui est de dire au fond, on veut bien aller de l'avant et rentrer dans un cadre plus général et plus englobant et devenir partie prenante d'universités intégrées. Mais ce qu'on ne comprendrait pas, c'est que ce qui doit être un progrès commence par un recul. On a une petite marque, on veut bien la mettre sous une marque ombrelle, mais on ne veut pas la perdre. On a un réseau d'anciens, il fonctionne pas mal, on ne voit pas pourquoi on devrait y renoncer. On a des relations entreprises, c'est bien, donc on va se les garder.
On a un fonctionnement plutôt agile et on n'est pas embêté par la gouvernance de type code de l'éducation des universités de droit commun. On ne voit pas pourquoi on passerait de l'une à l'autre. Bonjour les communes. Bon. Et donc, cette façon de réagir des écoles, elle doit être entendue. Il y a des façons de l'entendre. Quand elle est déniée, quand on fait le forcing, quand on essaye de leur tordre le bras, on arrive à des résultats qui sont les résultats de l'été. C'est-à-dire qu'on tend les débats inutilement, qu'on braque et qu'on finit par provoquer des implosions. Voilà, on a eu le résultat qu'on voulait d'un certain point de vue. Alors avec des postures de mal-assurance, hein, en disant qu'au fond, on était vraiment déterminé, il fallait y aller, on n'avait rien à perdre, etc. Bon, ça, c'est des phrases et c'est des mots. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et en effet, je prétends que la maniaco-fusionnite a fait faillite. Elle a fait faillite cet été, c'est-à-dire qu'elle a débouché sur l'explosion de ce qui devait être au contraire la forme supérieure d'intégration, chose que je conteste. Aussi bien peut-on avoir d'ailleurs des structures fusionnées et non intégrées. Il y a beaucoup d'universités qui donnent l'exemple de silos qui ont beaucoup de mal à se parler. Bon. Et donc, en revanche, on peut penser une intégration qui est peut-être plus progressive, qui préserve des formes juridiques différentes, mais qui est une vraie intégration. Et donc je prétends que le fétichisme de la fusion a fait perdre beaucoup de temps. Et puis il a eu un effet qui est un effet, j'allais dire, de paresse. C'est-à-dire qu'il nous a éloignés de la réflexion sur ce qui devait être une forme viable et intéressante d'intégration. Alors on a fini par la trouver, ça c'est quand même la bonne nouvelle, et moi je suis optimiste maintenant. On a d'abord compris que ce qu'il fallait mettre en place, c'est ce qui, dans le secteur privé, s'appelle une structure de groupe. Une structure de groupe, c'est une holding avec des filiales, mais qui peuvent être dans une relation d'autocontrôle. Et puis la holding elle-même peut avoir des activités opérationnelles. Et puis les filiales peuvent se répartir des compétences du groupe dans son ensemble, telle filiale portant les compétences du groupe dans tel ou tel domaine. Vous pouvez transposer ce raisonnement à une structure dans laquelle il y aurait un établissement englobant et puis des composantes qui seraient des établissements filiales. Ça, c'est le schéma général. Après, il faut le traduire dans le droit administratif et le droit public français. C'est dans le tuyau, créer un établissement public qui puisse lui-même chapeauter d'autres établissements publics ou pas d'ailleurs. Et alors, on a vu, depuis qu'on a accepté cette solution-là, depuis qu'on arrête de nous dire que ça ne serait pas éligible au jury international, que les Chinois de Shanghai, qui ne connaissent rien au droit administratif français, ne reconnaîtraient sûrement pas une telle structure comme étant une structure unifiée, depuis qu'on a arrêté toutes ces salades et ces sornettes, et qu'on a reconnu, qu'on a regardé les choses de façon réaliste, eh ben on a trouvé une forme d'organisation qui rend possible de reconstruire le débat et les projets entre écoles et universités. Bon. Et ça, c'est la bonne nouvelle de l'été. Après, il y a des formules différentes. Elles seront appliquées différemment ici ou là. Je vois que Saclay a trouvé un truc qui consiste à dire, bon, bien l'établissement public, ce que j'appelle le holding, continuera d'être l'opérateur des anciennes UFR de l'Université Paris-Sud. Cependant, que Centrale Supélec gardera son autonomie juridique et donc ne sera pas directement une structure opérationnelle de la holding, mais conservera son autonomie le temps qu'il faudra. Bon, tout ça va très bien. Cergy a d'autres solutions, Nice a d'autres solutions, mais toutes s'inscrivent dans ce cadre-là. Donc on a levé l'obstacle intellectuel, ce que j'ai appelé, oui, la maniaco-fusionnite, qui bloquait la réflexion et qui empêchait d'avancer sur la recherche d'une solution, qui est la condition sine qua non. Bon, voilà. C'est-à-dire qu'on peut faire échouer ou réussir ensemble deux choses, la construction de champions internationaux et le rapprochement entre écoles et universités. Voilà. Ça échouait. C'est un chemin indispensable pour toutes les écoles qui sont là? Pas toutes, non, mais de la même façon que ce n'est pas indispensable pour toutes les universités. Il y a des établissements qui sont des établissements de proximité. Il y a des établissements qui sont des établissements de formation des écoles appliquées et qui ne sont pas des établissements de recherche. Et tout le monde remplit son rôle et tout le monde a sa place. Tout le monde n'a pas besoin d'être dans une logique de champion. Enfin, si vous faites tu fais du foot, Gilbert. Ça y est, vous le savez maintenant. Bon, Gilbert est un fanat de foot. Bon, il prétend pas être professionnel et il ne compète pas avec Neymar. Bon, mais de la même façon, dans tous les domaines, on peut souhaiter être pratiquant et pour autant ne pas être dans la compétition internationale. Ça pose aucun problème. Et chacun à son niveau, on essaye de faire de la qualité. Voilà. Une fois qu'on a admis ça,
la différenciation des fonctions, des missions et des établissements. Tout le monde ne joue pas dans la cour des champions internationaux. Il y a quelques établissements qui le font. Et alors, pour autant, pour les autres, ça n'enlève rien, ni de leur utilité, ni de leur qualité. Par contre, oui, c'est vrai que ce serait quand même le comble de dire, on laisse au moment de constituer les champions internationaux, on a d'un côté des structures dans lesquelles a priori vont les meilleurs chercheurs, et de l'autre des structures dans lesquelles a priori vont les meilleurs étudiants, et on ne chercherait pas à les mettre ensemble. Ça, c'est un comble. Donc oui, il faut les mettre ensemble, mais il faut leur permettre de le faire. Il ne faut pas plaquer des schémas simples, simplistes, qui finalement finissent par bloquer les rapproches. Mais je vais me répéter, donc je m'arrête. Donc ça veut dire simplement c'est que l'enseignement supérieur tel que vous voyez l'imaginer, en tout cas dans sa performance idéale, ça serait une collaboration qui serait beaucoup plus poussée. Alors, j'avais pas senti que cet été, on allait vers plus de mieux, même s'il y a eu des incidents de parcours, des incidents industriels dans certaines universités. Chez nos voisins, d'ailleurs, à Nantes, ça a chauffé, si j'ai bonne mémoire. Non, bon, ok. On a écrit quelques dépêches, je regarde mes journalistes. Non, bon. C'est là que doit se concentrer l'enjeu de l'enseignement supérieur français et l'activisme des grandes écoles et des universités. C'est là que ça doit... Non, enfin bon, encore une fois, il y a d'autres choses à faire certainement dans notre secteur. Mais enfin, en tout cas, il faut... pour moi, les deux problèmes sont liés. Coopération, université, grande école et construction de grands champions internationaux, les deux doivent avancer ensemble ou les deux reculent ensemble. Voilà. Alors, et je pense que maintenant, ça peut avancer ensemble et c'est une excellente nouvelle. Alors, deuxième point qui n'a rien à voir justement avec la construction, quoique avec la construction de champions, c'est le premier cycle. C'est un sujet auquel vous étiez attaché, en tout cas quand vous étiez... J'ai oublié de rappeler que vous êtes président de la Fondation Dauphine, hein, après avoir présidé l'université. Transformer le premier cycle, c'est une urgence quasi vitale, selon vous? Oh ben, c'est plus... Enfin, en réalité, les transformations sont très bien engagées. Je peux vous en citer beaucoup, moi, des transformations très bien engagées devant lesquelles le politique fait la politique de l'autruche, et pas que le politique. Hein. Bon. Par exemple, le fait que le secteur privé, ça s'appelle comme ça dans les statistiques, ait pris 5 points de part de marché en 12 ans, de part d'effectifs dans l'enseignement supérieur. Ça s'est joué sur quoi? Ça s'est joué fondamentalement sur le premier cycle. Bon. Par exemple, le fait que dans les CSP+, et tous les directeurs d'école le savent bien, dans les familles de CSP+, de plus en plus, on pense à envoyer ses enfants à l'international pour faire un bachelor à Trinity College, à Saint-Gall, à Copenhague Business School, à McGill ou ailleurs. Ça, c'est une donnée qui est très fondamentale. Le fait de la poussée de l'attrait des INSA, des UTT, des Sciences Po, des Dauphines et que sais-je encore, c'est-à-dire des filières à côté des prépas, c'est très fondamental. Quand je disais au début que personne n'est menacé, c'est que les prépas ne le sont pas du tout, puis elles continuent de jouer leur rôle. Je vois mon ami Bastianelli, après il va me dire que je suis un méchant, donc c'est pas vrai. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que la diversification de la demande sociale de premier cycle, elle est très forte. Donc les transformations sont engagées. Après, qu'est-ce qui se passe? Et donc voilà, la bonne nouvelle pour les bachelors des écoles, c'est que si les universités sont malines, normalement, elles devraient débarquer bientôt. Voilà. Normalement, si le politique veut bien considérer que ce qu'ont fait les acteurs est de bon sens. Les acteurs, ils ont fait quoi? Les directeurs d'IUT annoncent un parcours licence. Vous voyez les prudences qu'on prend. Un parcours de grade de licence post-DUT. On pourrait dire, après tout, on va faire des licences techno dans les IUT. Non, non. On fait un parcours prudent pour surtout les... Bref, voilà. Alors, pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que dire qu'on va faire une licence technologique dans les IUT, ça voudrait dire qu'on peut faire une licence sélective. C'est le seul obstacle, hein, il n'y en a pas d'autre. Bon. Enfin, ils lancent ça. Les UFR, les directeurs, les doyens d'UFR scientifiques, 13 universités, se lancent dans la construction de ce qui pourrait devenir, disent-ils eux-mêmes, un bachelor scientifique et technologique. Bon. On a un système qui reste très massivement construit sur du Bac+2. Les universités ont une chance phénoménale. Elles ont du Bac+3. Elles sont idéalement placées pour développer ce que vous faites ou que vous appelez des bachelors. Si elles arrêtent de se culpabiliser en se demandant si elles ne vont pas secondariser le premier cycle, par exemple, si elles prennent conscience de leur atout et qu'elles développent à fond des formations dont la finalité,
après, l'orientation post-licence, elle est libre, mais dont la finalité a priori, c'est de former des cadres intermédiaires. Donc si elles se lancent sur ce terrain des licences techno et des licences polytechniques, si elles transforment leurs licences pro en programmes en 3 ans, qui sont des licences pro qui aujourd'hui ressemblent à rien, bon, c'est-à-dire si elles assument cette fonction, cette diversité de leur mission, de former aussi des cadres intermédiaires, bien, et bien si elles se lancent là-dessus, elles auront un succès phénoménal, d'autant qu'elles auront, Pierre Tapie, un rapport qualité-coût imbattable. Hein, à 185 € la licence, je vous la fais pas cher. Bon. Et donc, mais c'est un problème. Voilà. Alors, je conclus juste, Gilbert, là-dessus pour dire, par rapport à cet enjeu de réforme du premier cycle, qui est énorme, la ministre va s'exprimer avant la fin du mois. Voilà. C'est-à-dire que si elle en reste à APB et aux prérequis, les étudiants trouveront que c'est des restrictions. Donc il faudra bien qu'elle dise plus que ça, qu'elle inscrive ces mesures d'urgence dans un plan d'ensemble. Je ne doute pas qu'elle va le faire. Bon, c'est pas politiquement, bon, je vais être, attention à ce que je dis, c'est pas politiquement si difficile que ça pour une raison très simple. C'est qu'il ne s'agit pas d'introduire de nouveaux dispositifs. Les dispositifs existent. On parle du DUT+1, on parle des licences pro. Ce n'est pas d'introduire des filières sélectives nouvelles, elles sont là. C'est de prendre appui sur ce que les acteurs ont déjà fait sans attendre des politiques, de dire que c'est bien, de le généraliser, d'augmenter le nombre de places dans ces filières, et donc d'ailleurs, par ce fait même, de diminuer la sélectivité de ces filières. Donc, je dirais que c'est à la fois nécessaire et politiquement peut-être plus facile qu'à d'autres époques, parce que précisément, ce n'est pas le politique qui introduit une innovation radicale, c'est le politique qui, prenant appui sur les initiatives des acteurs de terrain, les développe, les valide, leur donne leur légitimité. Il faut reconnaître la légitimité d'une licence technologique. Il y a une seule condition pour ça, c'est d'accepter en effet qu'une licence puisse être sélective. Voilà. Puis il y a un autre domaine, moi je veux bien en reparler, mais tout à l'heure, je ne vais pas m'épuiser la parole. Alors, je vais passer la parole à notre troisième intervenant, Laurent, mais c'est passionnant, hein, franchement. Mais c'est vrai que là, on voit bien qu'il y a un lien à faire avec les grandes écoles. Garde le micro, Laurent. Gardez le micro, pardon. Alors, on va toucher un autre domaine avec vous, Jean-Michel Viola, puisque vous avez insisté, enfin, vous avez souhaité insister, quand on parle de l'enseignement supérieur dans 10 ans, c'est renforcer, et je pense que ça résonne aux oreilles des grandes écoles, renforcer la recherche et l'impact de la recherche. Je crois qu'il est branché, hein, le micro. Et évidemment, les connexions avec le monde de l'entreprise. Ça, c'est un vrai sujet. Et je crois que ça doit être un chantier sur lequel, évidemment, les grandes écoles de la CGE, d'ailleurs, tous les acteurs doivent travailler. Oui, effectivement, je pense que c'est quelque chose qu'on partage tous. Mais ce qui est surtout intéressant pour les écoles, c'est l'impact que ça a et la sorte de double contrainte que ça crée dans notre fonctionnement. Au moment où finalement il y a un questionnement dans le pays d'origine d'où nous vient tout ça, les États-Unis, sur à quoi sert la recherche, et particulièrement en management, je pense que dans 10 ans, il y a ce défi à relever. Moi, en 1993, je faisais mon master à Montréal et j'avais un prof extraordinaire qui venait du MIT, qui était consultant, et il nous sort en salle, le management est une praxéologie, une science de l'action. Alors, je me dis, ça c'est génial, c'est ça que je veux faire. Donc j'enchaîne avec un doctorat en stratégie, je continue dans le domaine, on fait un peu de recherche, j'interagis avec les entreprises. Et au bout de tout ça, la praxéologie, je ne dirais pas que je la cherche toujours, mais elle est quand même sur la table bien souvent dans les échanges qu'on a avec les entreprises, dans la façon dont ils nous regardent. Ils aiment clairement les grandes écoles, ils aiment clairement venir chercher nos étudiants comme stagiaires, comme diplômés. Ils aiment construire des projets avec nous, mais ils ont quand même un questionnement qui, au mieux, est ironique sur la recherche, sa nature et l'impact qu'elle peut avoir. Donc ça, c'est un questionnement qu'on se pose, et avec un effet pervers, je dirais, c'est que dans les professeurs qu'on recrute, qui évoluent chez nous, les critères avec lesquels on les évalue, on se retrouve avec des situations où finalement le rôle du prof devient un peu monolithique. Il va bien sûr donner des cours, il va éventuellement avoir quelques implications dans l'institution et quelques interactions avec l'entreprise, mais fondamentalement, ce qui l'anime, ce qui est son moteur, c'est la recherche, et pas la recherche comme science de l'action,
mais la recherche comme producteur d'étoiles. Et ça, c'est quelque chose qui est un vrai défi pour nous, parce que pour rejoindre ce qu'on disait avant sur le premier cycle, moi j'ai été frappé, par exemple, en revenant en France, sur le décalage qu'il y avait par rapport à l'Amérique du Nord, du traitement qui était fait du premier cycle. C'est que le premier cycle, chez nous, les gens y vont au mieux à reculons et ils l'évitent, clairement. Donc on se retrouve avec un premier cycle qui est porté par des profs non-chercheurs, par des vacataires, à l'intérieur, bien sûr, des règles qui nous sont imposées par certains organismes, mais ça reste un vrai défi d'engager aussi la faculté permanente dans les activités pédagogiques et dans les activités avec les entreprises. Et ça, c'est quelque chose que toutes les institutions se portent, mais plus particulièrement en management, même s'il y a des disciplines sur lesquelles le lien est plus facile, comme par exemple la logistique ou la finance, où là il y a des liens directs. Mais sur le management, ça c'est un vrai défi pour nous. Le deuxième point qui est un peu lié à celui-ci, c'est la diversité. Je pense que l'enseignement supérieur va faire face au cours des 10 prochaines années à sa capacité à profiter et à intégrer la diversité. On parlait des étudiants étrangers. C'est vrai que la France a bénéficié d'une image qui fait qu'ils viennent de manière importante chez nous. Nous, ici à Rennes, en plus, on a une approche qui est venez étudier en France en anglais. Donc, ce qui nous permet aussi d'avoir accès à un bassin assez large. Mais les faire venir ici, c'est un vrai défi. Parce que l'expérience qu'ils vont avoir dans la salle de classe et en dehors, elle fait porter finalement une responsabilité importante sur les institutions et aussi l'interaction avec les étudiants français. On était hier à Paris avec des étudiants de major prépa. Et le message qui ressort dans l'expérience des étudiants français, c'est qu'ils veulent tous côtoyer des étudiants internationaux, que l'international, c'est super, ça attire, mais qu'en pratique, quand ils doivent vivre cette diversité, l'expérience est déjà nettement plus mitigée. Même si c'est des compétences qu'ils vont garder toute leur vie, dont ils vont bénéficier dans leur vie professionnelle. Je pense qu'on doit aussi apprendre à, au-delà de créer le contexte de la diversité, à en tirer profit. Et ça rejoint aussi la façon dont on interagit avec nos entreprises, de la façon dont on gère la diversité au sein de la faculté, dont on gère la diversité entre les secteurs dans lesquels on s'implique. Tout à l'heure, le président de la région Bretagne a parlé de la glass economy, qui est une métaphore qui est assez puissante, mais en pratique, on voit aussi ses difficultés. Je vais donner 2 exemples. Ici, à Rennes, on a un pôle de compétitivité sur l'agroalimentaire qui est Valorial, et on a un IRT autour du digital qui est Bicom. À différents niveaux, je suis impliqué avec ces 2 institutions. Ils ont beaucoup de mal à monter des projets communs, alors que dans la pratique, il y a des convergences de plus en plus fortes entre le digital et l'agro. En pratique, c'est 2 univers qui ont du mal à se rapprocher, du mal à vivre ça. Et même si on rajoute aussi l'économie de la mer, dont il a été fait mention ce matin, il y a des sources de convergence qui sont vraiment importantes. Et quand on essaye de mettre en action des projets autour de ça, notamment au niveau européen, on se heurte à toutes sortes de barrières structurelles. C'est pour ça que ce matin aussi, je mentionnais le partenariat INSA, qui est particulièrement fructueux. Pourtant, tout nous éloigne au départ. C'est le troisième point de votre intervention, c'est les partenariats entre institutions très différentes. Je crois que c'est le troisième enjeu sur lequel... Oui, c'était un bel enchaînement. Je fais mon métier. Joli. Non, c'est vrai que tout nous séparait sur ce niveau-là, parce que des cultures, des histoires différentes, des gouvernances qui sont très différentes, et en même temps, on a aussi même des langues de travail qui sont assez différentes.
Mais au-delà de ça, je pense qu'il y avait une vraie volonté de bâtir des projets communs. Et d'ailleurs, contrairement peut-être à ce qui a été dit tout à l'heure par Célia, je pense, au niveau des partenariats, c'est vrai qu'il faut une gouvernance qui soit solide, mais je pense qu'il faut au départ qu'il y ait quand même des personnalités qui accrochent et qui fassent vivre un peu le projet, au moins au démarrage. Après, il ne faut pas que c'est vrai que ça devienne un projet individualisé, mais il y a quand même un contact personnel et au niveau du partenariat Rennes School of Business, INSA, à différents échelons, à différents niveaux, c'est ce qui a fait vivre ce partenariat. Et donc au niveau de l'internationalisation, on va aussi retrouver ce besoin de fonctionner à plusieurs. Ce matin, il y a beaucoup de choses très intéressantes qui ont été dites au niveau de cette diversité-là. Il y en a un ou deux qui nous parlent plus particulièrement ici. C'est d'abord la notion, là encore, du bachelor. Je pense, nous, ce qu'on voit ici à Rennes, et ce qui est une évolution intéressante, c'est de plus en plus d'étudiants étrangers qui viennent sur le bachelor. Donc là, merci au réseau aussi de l'enseignement français dans le monde, mais on a fait, nous, la rentrée du bachelor il y a un mois. Pour la première fois, on a eu une vingtaine d'étudiants étrangers en première année de bachelor, et notamment dans un pays qui a été mentionné tout à l'heure, c'est l'Éthiopie. Un pays qui est très difficile d'accès, qui a une gouvernance un peu d'un autre âge, mais étudiants parlant français qui intègrent le bachelor de Rennes School of Business en première année. Donc ça, c'est un élément intéressant. Et puis, pour rebondir aussi sur ce qui a été dit ce matin, il y a la capacité de monter des projets avec des entreprises, notamment dans un contexte d'internationalisation. Nous, personnellement, ce qu'on a trouvé très efficace pour s'internationaliser, c'est de créer des partenariats avec des entreprises françaises qui s'internationalisent. Donc on a notamment au niveau des bourses qu'on va donner à nos étudiants, avec Legrand en Inde, avec Decathlon en Chine, avec Total qui devait être présent ici. Je pose la main simplement pour vous montrer que je vous écoute et en même temps que vous êtes présent. Je vous écoute. Et l'Occitane et Lactalis au Mexique. Et ça crée du lien parce que les entreprises effectivement françaises qui utilisent de moins en moins d'expats, ce qu'elles ont comme volonté première, c'est de récupérer dans leur pays d'origine des étudiants qui sont passés par la France, qui vont retourner dans leur pays d'origine et qui vont devenir des ressources précieuses. Juste un dernier point. Un dernier mot, parce qu'après on passe la parole, parce que évidemment on est... Même chose aussi pour le territoire. On nous par exemple, qui sommes très anglophones, à Rennes School of Business, on nous a reproché, à un moment donné, bien que créé par la CCI avec la volonté d'être anglophone, d'être un peu extraterritorial, de nous reprocher que finalement nos étudiants ne restaient pas en Bretagne. Mais en fait, l'accès qu'on donne aux entreprises bretonnes à un réseau d'ambassadeurs du territoire dans le monde entier, c'est un actif qui est unique et extrêmement précieux pour le territoire. Bien sûr, et c'est là-dessus qu'on doit aller. Alors, évidemment, on va passer à une séance de questions. Il faut prendre beaucoup de questions, on a juste 5 minutes, donc il va falloir faire court. Franck Bournois, vous m'avez fait signe, vous vouliez faire une intervention pour réagir. Oui, remercier les collègues, parce que je crois que chacun, avec son style et le thème, ça illustre, je dirais, le monde formidable dans lequel on vit. C'est un monde d'internationalisation plus que jamais avéré. Laurent, tu as raison, c'est évidemment au niveau des premiers cycles qu'il y a des mutations qui se font et on le voit en termes statistiques. Et puis pour la recherche, c'est vrai, c'est devenu un standard mondial. Et puis là aussi, comme tout à l'heure on parlait de différentes catégories de fonctions, de strates, pour la recherche, eh bien, il y a des institutions qui doivent se positionner soit en research and teaching, ou bien purement teaching, et il n'y a rien de déshonorant à être simplement une institution d'enseignement. Simplement, il faut encore... Et là, je crois que c'est un point très important que celui-ci. Aussi dire que, eh bien, on a quand même la chance dans les écoles d'être dans un monde un peu plus agile, et ça, il faut s'en réjouir. Et ce qui se passera demain, c'est entre nos mains.
Et je crois qu'il il y aura nécessairement une compétition accrue encore plus à l'échelle internationale. Je le dis sans arrêt, il y a 13 500 business schools dans le monde. Je ne sais pas si Pierre a fait des projections à l'horizon 2030 ou 2025, mais en tout cas, on est dans un monde de concentration. Il faut absolument s'adapter. C'est du darwinisme organisationnel que le monde de l'éducation, et on a une chance fabuleuse, et je remercie la présidente Anne-Lucie, parce que ces moments nous permettent de le faire. À ESCP Europe, on ne raisonne même plus en français ou étranger, on dit européen ou non européen. Tout ceci évolue, et je crois que ces 2 jours vont nous aider. S'il y a une question qui me paraît importante, c'est celle de la recherche. Là, c'est un vrai souci. Je suis convaincu qu'on va vers une segmentation institutions de recherche et d'enseignement, ou purement d'enseignement. On le voit d'ailleurs dans les écoles, avec des facultés, professeurs, chercheurs, et puis professeurs, enseignants simplement. Voilà, je ne sais pas ce qu'en pensent les membres du panel, En tout cas, c'est vers quoi on va. Quelques chercheurs mondialement réputés sont venus grossir les troupes de certaines écoles. On prend quelques questions, peut-être, puisque je vais à vous. Ah, voilà. Après, je viens... Merci. Bonjour, Bernard Vitou, directeur de l'ENSIC, Université de Lorraine. En vous entendant, merci pour tout ce que vous avez dit. J'ai comme l'impression que pour les 10 ans qui viennent au niveau de l'ESRI, en France de façon générale, les écoles, qu'elles soient d'ingénieurs ou de commerce, ont toutes les bonnes raisons d'être optimistes. En réalité, en dehors des aspects qui concernent notamment l'entrée et les aspects liés au bachelor, j'ai l'impression que nous maîtrisons un outil et des stratégies qui nous permettent d'être particulièrement performants par rapport à ce qu'on vient de faire en France. Alors tout ceci, ça se traduit aujourd'hui par des déclarations stratégiques très précises au niveau d'un certain nombre de groupes d'écoles. Typiquement, la CDFI réclame dans ce cadre-là que l'on puisse former non pas 35 000 ingénieurs par an en France, mais 50 000. Le groupe IMT vient se positionner en souhaitant pouvoir augmenter de 50% ses effectifs. En clair, et pour toutes les raisons qui ont été évoquées, accueil d'étudiants étrangers, ouverture vers davantage de formations, peut-être du bachelor. On est sur des perspectives extrêmement ambitieuses. Et la question que je vous pose, parce que ça n'a pas vraiment été abordé, c'est, et quelle que soit la nature des écoles, quel modèle économique, quelle soutenabilité par rapport à ce que sont des expressions d'ambition qui me semblent, à titre personnel, parfaitement réalistes et parfaitement conformes à ce que Pierre Tapie citait en matière de valeurs que nous partageons par rapport à la nation. Le modèle économique, c'est très important, mais est-ce que quelqu'un peut aborder ce sujet? Non, de toute façon, Madame Cayette, vous l'avez dit, on peut attirer le monde entier, c'est vrai, mais derrière, il faut pouvoir accueillir les étudiants, les faire payer, même s'il y a une bourgeoisie qui émerge, il faut quand même, et même si les prix sont parfois adaptés, il faut quand même pouvoir, vous pouvez prendre le micro et peut-être répondre, parce que c'est vrai qu'il y a une adaptation de ce point de vue-là à trouver. Oui. Enfin, non, mais je vais dire des truismes, hein, mais c'est sûr que le marché, il existe. Comment on fait venir, comment on le transforme en monnaie sonnante et trébuchante? Bon, moi, ce que j'ai essayé de vous dire, c'est ce que je vois dans le monde entier par ailleurs. C'est-à-dire que les anglo-saxons, ils sont présents dès le secondaire, ils attirent dès le secondaire. Donc le niveau bachelor, c'est aussi un nouveau marché, enfin entre guillemets. Et le marché du logement, de l'accueil, etc. Faire payer les étudiants étrangers, ne serait-ce que pour du logement, de la restauration, du sport, ça existe aussi. C'est une tradition dans le monde qu'on n'a pas en France, mais qui existe. Après, il y a je crois que, il y a différentes sortes de bourgeoisie, évidemment, mais il y a des petites bourgeoisies, entre guillemets petites, donc avec des moyens faibles, mais avec des traditions, par exemple asiatiques, où toutes les familles contribuent au financement de l'éducation d'un enfant, même si c'est l'enfant unique. Donc, je veux dire, il y a des marchés où on a l'habitude de payer. Il y a la France, à mon avis, qui est un marché. Bon, c'est un peu con ce que je dis, mais moi, je crois qu'en France, il y a un énorme marché pour les grandes écoles. C'est comme ça. Et quand je dis grandes écoles, et après, il y a aussi la politique de marque. C'est-à-dire que moi, je voudrais juste dire quelque chose, c'est que Coca-Cola, c'est Coca-Cola depuis je ne sais pas combien de temps. Donc, et c'est pour ça que je disais les communes, c'est une catastrophe. Moi, de mon point de vue, c'est de l'international. Même nous, nous, c'est mon métier, je ne sais plus qui il y a dans une commune. Je vois que tous les jours, ça change. Donc, imaginez à l'international, ce que je veux dire. Donc, la politique de marque, c'est d'être présent
d'analyser pays par pays, continent par continent, ce qu'on peut faire et ce qu'on veut faire, c'est vraiment... on ne vend pas le même produit partout en fonction du... Comment dire, en fonction du pouvoir d'achat du pays. Je crois qu'il faut s'adapter au pouvoir d'achat. Maintenant, je pense qu'en Afrique, il y a vraiment quand je dis l'Afrique, c'est le Maghreb, mais surtout l'Afrique subsaharienne, où on a une telle masse et une telle industrie qui augmente qu'il faut qu'on travaille là, pays par pays, à ce qu'on peut faire, parce qu'il y a forcément le réservoir, il est là, et la France est attendue. Elle n'est peut-être pas forcément présente. Jean-Michel, Pierre, vous dites un mot parce que vous nous avez vendu 80 millions d'étudiants, donc un potentiel gigantesque, donc un modèle économique associé. Jean-Michel, vous répondez, et Pierre nous dit un mot parce que c'est important. Ah, là, tout de suite là ? Oui, ok. Non, je voulais juste dire qu'effectivement, moi, je partage aussi votre questionnement. Et c'est vrai qu'on parle peut-être un peu trop de business model et pas assez de learning model ou d'impact model. Et je vais donner juste un exemple parce que c'est un pays qui n'a pas été mentionné ce matin, mais Pierre a parlé de lucratif et non lucratif. Nous, on a signé un partenariat il y a 5 ans avec l'Université de Djibouti. Une business school a été créée avec un projet qui est porté par l'ambassade de France à Djibouti. C'est clairement pas lucratif, 150 € de droits d'inscription pour Djibouti, mais par contre, un intérêt d'abord conforme à notre mission de développement et donc de support aux institutions étrangères, et puis un accès à un noyau d'entreprises extraordinaire. Deux choses. La première, c'est que sur le plan international, quand on est à l'étranger, il est normal de payer pour quelque chose de qualité. Bon, il se trouve qu'en France, on a aujourd'hui appris à payer notre eau. Vous payez votre eau à quelqu'un qui vous fait une facture d'eau. Il y a 100 ans, alors imaginez qu'on paierait de l'eau. Enfin, l'eau, c'est la vie. Comme si aujourd'hui, on payait pour l'air. Ben non, on ne paye pas pour respirer. Il y a 100 ans, on ne payait pas pour l'eau. On avait l'eau un peu sale, mais on ne payait pas pour l'eau. Donc, on a appris à payer l'eau. Voilà. Dans l'enseignement supérieur en France, il se trouve que sur notre territoire, l'épistémé implicite, c'est on a payé par les impôts, donc on ne paie plus. Résultat, comme la répartition des finances de l'État ne permet pas à l'enseignement supérieur d'avoir un financement digne, même dans un certain nombre d'endroits de l'État, on commence à demander des scolarités significatives. Mais surtout, ceux qui sont les plus trompés, c'est ceux qui sont obligés d'être imposés 2 fois. C'est-à-dire qu'ils ont payé pour faire de la mauvaise éducation à des endroits où c'est gratuit, et de notre côté, ils repayent pour faire de la bonne éducation dans les endroits où ils choisissent de mettre leur enfant. Donc pour cela, c'est parfaitement injuste. Je crois sincèrement que si on se place dans 10 ans ou dans 15 ans, les choses vont converger, c'est-à-dire que les ESPIG vont devenir un peu plus publics, et que les établissements publics, une fois qu'on aura dépassé l'UNEF et autres ennuis... c'est les habits de Laurent. Voilà, non, mais au bout d'un certain temps, si vous voulez, on aura fait accepter que payer un maître de conférence au moment où on le sélectionne le même salaire que le garçon boucher à Paris, il y a un problème. Ah oui, c'est sûr. Il y a un problème. En tout cas, vous mettez le doigt sur la réforme fiscale nécessaire qui pourrait être liée donc je crois qu'en France, on va évoluer, mais à l'étranger, il y a des marchés solubles considérables. Solvables, pardon. Question, pardonnez-moi, mais j'ai voulu réagir. Merci. Elisabeth Crépon, directrice de l'ENSTA ParisTech. Je voudrais vous remercier pour ces propos très intéressants et la très grande franchise de certains d'entre eux. Moi, j'ai une question qui concerne l'international et donc plus directement tournée vers Béatrice Kayat. Donc, les chiffres que vous avez donnés, alors ils étaient nombreux, mais en fait, je trouve que c'est particulièrement intéressant parce que ce sont des chiffres globaux et que nous ne voyons pas au niveau de nos établissements. En fait, au niveau de nos établissements, on voit des tendances qui sont finalement liées aux évolutions des recrutements. Typiquement sur la Chine, la tendance que l'on voit depuis 2-3 ans, c'est une baisse quand même tout à fait significative et très inquiétante des candidatures et des recrutements. Pour ce qui concerne mon établissement, plus largement le réseau ParisTech, c'est moins 30% l'année dernière. Et là, j'ai eu les chiffres de candidature là, pour la rentrée 2018. Ils sont catastrophiques. Je pense que je peux vraiment les qualifier. Donc, de façon globale,
global, parce qu'il n'y a pas que la Chine, vous avez indiqué d'autres pays, il y a une sorte de baisse d'attractivité quand même de la France. Vous avez esquissé un certain nombre d'idées, d'ouverture, enfin donc qui sont finalement un petit peu générales. Mais ce qu'on peut imaginer, c'est que zone par zone, pays par pays, il y ait finalement des idées ou des actions qui soient plus pertinentes. Ma question, c'est comment est-ce qu'on réfléchit collectivement sur ce sujet, parce qu'on peut réfléchir au niveau de l'établissement, au niveau de réseaux, de conférences, mais Campus France, c'est entre autres un observatoire extrêmement pertinent de ces évolutions. Il y a le ministère des Affaires étrangères. Donc comment est-ce qu'on fait pour collectivement imaginer des solutions qui soient pertinentes pour les zones qui sont ciblées par le ministère notamment? Alors, déjà, juste, je voulais revenir sur la Chine pour dire qu'effectivement, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est la France qui baisse, parce que si on donne 10 000 visas à peu près chaque année pour d'étudiants chinois qui viennent en France, dans le même temps, c'est 80 000 visas d'étudiants chinois qui vont en Angleterre. Donc, c'est pas en général que la Chine, entre guillemets, baisse, c'est en France. Donc, je suis complètement d'accord. Enfin, ça, c'est avec le ministère, les postes, nous... Je signale qu'il y a le forum Campus France, donc, qui réunit et les grandes écoles, les universités, les écoles de langue, etc., dans lequel on a des commissions, pratiquement, je crois, il y a à peu près 100 grandes écoles qui sont adhérentes de Campus France. Enfin, moi, personnellement, hein, je vois le forum, et je crois que c'est pays par pays. Alors là, je pense que c'est vraiment pays par pays qu'on doit avoir une stratégie. Je voulais juste dire en Chine, donc que faire, mais que faire en Russie, où la Russie, honnêtement, il y a des gens excellents et on n'est pas à la hauteur de ce qu'on devrait faire. L'Inde, évidemment, prochain vivier, enfin, tout le monde l'a dit, mais Inde, nous, on a en gros, au mieux, 4 000 étudiants indiens. Les Allemands en ont 15 000, enfin 13 000. Je ne vois pas pourquoi. Donc, enfin, je pense que c'est vraiment pays par pays qu'on doit réfléchir à quel est le segment qu'on veut attirer et comment l'attirer. Nous, le réseau Campus France est de plus en plus important. Et ça, c'est le ministère des Affaires étrangères qui le finance. Un réseau important à votre service. On fait des salons, on en fait plein. On fait des forums, on fait venir des délégations d'universités. On gère des bourses de gouvernements étrangers, etc. Bon, bref. Et on essaye de placer des gens chez vous, Pakistan, Chine, enfin bon, bref. Mais voilà, moi, je ne vois que le forum comme lieu de discussion ou faire des groupes ad hoc, comment dire, si la présidente ou enfin la CGE veut qu'on fasse des groupes de réflexion pays par pays, je pense que c'est intéressant parce qu'il y a les pays nouveaux qu'on n'a pas, qu'on défriche pas. Et puis, il y a ceux où on existe, mais on perd des parts de marché. Pour projet de continuation, il faut considérer que c'est un atout pour la France dans sa compétitivité mondiale. Et quand le président se déplace, il faut que dans la cohorte de suiveurs, il faut qu'il y ait l'enseignement supérieur qui soit représenté. Je crois que c'est très important et quelques ministres des Affaires étrangères l'ont très bien fait. Dieudonné Abou, directeur de l'ISEP. Merci beaucoup à tous les intervenants pour d'abord ces données tout à fait complètes, cette hauteur de vue. Et je pense que si on veut aller encore plus dans la hauteur de vue, il faut se poser la question du modèle qu'on peut, dans ce contexte mondialisé, du modèle éducatif qu'on peut opposer au monde. Je fais un pas en arrière. Le modèle colonial qui a été prévu au XIXe siècle et qui s'est concrétisé par une implantation européenne et américaine dans le monde a vu son déclin imposer à notre pays un retrait. Dans le XXe siècle, la France s'est retirée du monde et a laissé la place surtout aux Américains et aux Anglais. Et pour faire face à la mondialisation, est-ce qu'elle nous interroge en matière d'offres pédagogiques, il faut repenser un nouveau modèle qu'on peut non pas uniquement le présenter comme récepteur de flux entrants dans notre pays, parce qu'on peut pas recevoir toute cette masse-là d'étudiants d'ici une dizaine d'années, une vingtaine d'années. Il faut imaginer un modèle où on peut s'implanter à l'international. Et je pense qu'il y a là un dilemme, parce que empêtré dans nos problèmes de modèle en interne, de cohabitation ou agrégation entre le privé, les grandes écoles et l'université, passer du commun au système de groupe, on n'a pas actuellement
un vrai modèle qu'on peut exporter à l'international, qui ne porte pas les traces et les stigmates du modèle colonial, mais qui peut nous aider à déployer notre force éducative qui est tout à fait respectable et tout à fait enviable un peu partout dans le monde. Mais je prends des exemples simples. Un exemple. Oui, l'université américaine au Caire, bon, malgré toute l'opposition que le peuple égyptien a opposée aux États-Unis, ça continue à alimenter l'Égypte de grands cadres. Au Liban, pareil. On s'est retiré du Liban, il ne reste plus que les Américains au Liban qui déploient des universités d'une façon tout à fait efficace. Est-ce qu'on peut arriver à trouver un modèle qu'on peut déployer à l'international et qui porte nos forces dans ce domaine-là? Moi, ce que je voudrais dire, c'est horrible à dire, mais je vais vous donner le modèle de la Chine. La Chine, ils ont fait une stratégie qui s'appelle le rêve chinois. C'était pratiquement, ils sont ouverts en 2000, et en 2000, ils exportaient, ils ont ouvert et ils n'avaient rien. Ils ont dit, nous, on va envoyer nos étudiants, on va construire des universités en Chine, on va faire le classement de Shanghai pour voir où on en est, nous, par rapport au monde, et puis on fera revenir nos doctorants, on fera des profs. En attendant, on paiera des profs étrangers pour venir. Et on attirera des étudiants étrangers et on se mettra en Afrique. Et voilà. Et tout ça, ils l'ont fait. Ce que je vois par rapport à ce qu'on fait, je vois juste l'Afrique. L'Afrique, on a l'AFD, c'est à peu près la seule organisme qui aujourd'hui a de l'argent en France. Bon, donc l'AFD, comme en Afrique, on a partout les instituts Confucius. Au Sénégal, il faut vraiment aller le voir. L'Institut Confucius du Sénégal, il est implanté dans l'université Cheikh Anta Diop. C'est des bâtiments sublimes en marbre avec des trucs, c'est horrible, on se pend quand on va voir ça. Mais que fait l'AFD? Elle construit aussi des universités, elle finance du dur, mais quand il faut financer le soft power, elle dit, ah ben non, nous, ça ne peut pas être de l'aide liée, nous, on respecte les trucs de l'OCDE, les règles de l'OCDE, donc on fait des appels d'offres, et finalement, c'est des Suisses ou des machins qui gagnent, alors que... donc on a un problème de fond, à mon avis. De structure. C'est plus que de structure, c'est d'organisation, quand on a One Belt, One Road avec des milliards qui sont dit, on achète le port, on achète le Pirée parce que c'est là, puis à Venise, on fera venir de la marchandise, etc. C'est une vision mondiale avec des investissements mondiaux, mais qui desservent directement les intérêts de la Chine. Bon voilà, nous, c'est ça que... on est quand même la France. Il y a un État stratège qui est appelé. Mais ce que je voudrais dire, pour ne pas désespérer Billancourt quand même, c'est que la France... L'État stratège veut intervenir. Attendez, non, mais je voudrais dire un truc. Je voudrais dire que la France, quand même, les valeurs, liberté, égalité, fraternité, c'est quand même un de nos meilleurs passeports. Premièrement. Deuxièmement, non, c'est pas fini. Bon, moi, je m'en vais. L'enseignement supérieur français, je veux dire, c'est aujourd'hui la meilleure qualité-prix. Dans le monde, que ce soit à grandes écoles ou universités, meilleure qualité-prix dans le monde, il n'y a pas mieux. Donc des valeurs qui sont quand même reconnues. Et aussi, une étude qu'on a fait auprès des étudiants étrangers, ceux qui sont venus en France et qui en repartent, ils en repartent avec une meilleure encore idée de ce qui s'attendait à l'étranger, avant de venir. C'est-à-dire qu'ils sont extrêmement satisfaits et encore plus satisfaits que ce à quoi ils s'attendaient. Donc, il faut faire venir les étudiants, quoi qu'il arrive, ne serait-ce qu'une semaine. C'est l'objet même de notre Et après, les faire revenir, ils reviendront plus facilement. C'est tout ce que je peux dire. C'était juste pour moduler le tableau un peu noir qui a été brossé de notre influence et de notre présent. C'était juste pour moduler le tableau un peu noir qui a été brossé de notre présence post-coloniale. On est quand même présent, par exemple, au Liban, on a une école supérieure des affaires qui fonctionne très bien. Voilà, c'est juste pour donner d'autres exemples. Et ensuite, c'est vrai que l'AFD doit s'impliquer plus et on le leur a demandé lors du dernier comité justement qui gère la politique de développement français, le CICI. Donc maintenant, on leur demande vraiment officiellement de s'engager sur l'enseignement supérieur, sur la recherche et pas seulement en faisant des murs, mais aussi en finançant du contenu. Allez, deux petites questions, évidemment, très courtes. Allez, deux interventions. Simplement un commentaire. Suite aux interrogations qui ont été faites sur qu'est-ce qu'on peut faire finalement, en partant d'un constat, c'est que les grandes écoles sont finalement assez petites en taille. Et donc il faut avoir une réponse mutualisée
Donc Jean-Pierre Trintignant, je dirige le réseau N+I, et je crois qu'on apporte des solutions sur des programmes tels que le FIRDOC, qui sont des préparations au doctorat, qui sont des préparations mutualisées, comme les pré-masters, comme les programmes courts, donc les summer courts, ou les programmes qu'on organise. Et ça, ce sont des programmes mutualisés, qui sont des programmes d'attractivité, et qui profitent à toutes les écoles, et qu'une école en propre ne pourrait pas organiser, compte tenu de la taille et du budget que ça représente. C'est très bonne idée. Il faut attirer de plus en plus... Oui. Oui, Philippe Choquet, directeur d'Uni-la-Salle, et président de la FESIC depuis le 1er octobre. Donc, félicitations. Voilà, merci. Non, mais bravo. 2 points par rapport à... Du coup, monsieur Hameux est parti. Hein, il n'a plus envie de... 2 points par rapport à ça. En termes de business model, en termes de développement international, je pense qu'on a une biodiversité entre nos établissements. Il y a les ESPIG, il y a les publics. Je pense que le système ESPIG, le modèle ESPIG, est un modèle qui peut fonctionner à l'international et on peut le partager avec les autres. Deuxième point, je pense que par rapport à l'internationalisation, la volonté de l'État de le faire, il faut mettre les actes en cohérence avec les mots. Je vais prendre simplement un exemple. Et le problème des diplômes. Hein. Il y a quelques années, on avait mis en place les masters d'UBI pour attirer des étudiants étrangers sur un diplôme visible qui a été transformé en DNM. Et ces DNM, avec la loi Fioraso, on a retiré la capacité à certains établissements de délivrer les DNM, notamment tous les ESPIG, qui sont les dynamiques internationales. Je vais prendre un exemple particulier dans mon établissement, où j'ai eu un DNM donc, sur une thématique qui a remarquablement bien fonctionné. Le DNM vient de passer Erasmus Mundus, donc une reconnaissance internationale. Avec la loi Fioraso, je n'ai plus le droit de délivrer le DNM et je dois passer par les fourches codines d'une université. Bref, pour les partenaires internationaux, c'est incompréhensible. Voilà. Ouais, je vais conclure par une question pour Pierre Tapie. Alors, on dit Grandes Écoles. Comment on dit ESPIG avec l'accent? Je plaisante parce que l'ESPIG est... Ah, il y a une tradition. C'est University of Foundation. Bon, on va essayer là, comme ça. Je vous ai chambré un peu, monsieur Hameux, hein, parce qu'il y a votre... Ah bon, bon, voilà. Est-ce que c'était intéressant quand même, hein? Je suis désolé, évidemment. On a commencé en retard, on finit en retard. Et André nous a préparé, je crois, un buffet remarquable. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne fin de journée.